Ibrahim Traoré empêche un sabotage en plein vol et révèle un complot international. Le Boeing présidentiel fendait le ciel nocturne africain, ses lumières de navigation clignotant contre l'obscurité comme des étoiles en mouvement. À son bord, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, rentrait d'une conférence économique cruciale à Kigali. Son visage, illuminé par la lueur bleutée de sa tablette, reflétait une concentration intense alors qu'il parcourait les notes de l'accord fraîchement négocié. Monsieur le Président, nous survolerons le Niger dans environ 20 minutes. Nous prévoyons d'atterrir à Ouagadougou comme prévu à 3h45, annonça le chef de la sécurité, le capitaine Katonaté, un homme aux épaules larges et au regard infaillible. Traoré acquiesça silencieusement. À 36 ans, il était le plus jeune chef d'État au monde, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2022. Géologue de formation, devenu capitaine militaire, puis président, son parcours était peu commun, tout comme sa vision pour le pays. Les réactions internationales à votre discours sont majoritairement positives, monsieur. Votre appel à une diversification des partenariats économiques africains a particulièrement résonné, ajouta Amina Diallo, sa conseillère diplomatique, en lui tendant un dossier de presse. La cabine présidentielle, sobrement aménagée, reflétait l'austérité assumée de Traoré. Contrairement à ses prédécesseurs, il avait refusé tout luxe ostentatoire, préférant investir les ressources nationales dans des projets d'infrastructure. Soudain, une légère secousse ébranla l'avion, suivie d'une autre plus forte. Probablement une zone de turbulence, murmura Amina sans grande conviction. Dans le cockpit, l'atmosphère changea brusquement. Le commandant de bord, Moussa Sankara, fronça les sourcils devant des voyants qui s'allumaient. Son copilote, Thomas Ewedraogo, vérifia rapidement les instruments. Pression hydraulique en baisse sur le circuit principal, annonça-t-il, la voix tendue. Les lumières de la cabine vacillèrent. Alerté par son oreillette, le capitaine Katonaté se pencha vers le président. « Monsieur, le commandant signale un problème technique. Rien de grave, mais nous allons peut-être devoir modifier notre itinéraire. » Traoré leva les yeux de ses documents. Calme, impassible, son visage trahissait une maîtrise totale de la situation. « De quel type de problème s'agit-il exactement » demanda-t-il d'une voix posée. Avant que Katonaté ne puisse répondre, un bruit sourd retentit à l'arrière de l'appareil, suivi d'une décompression brutale. Les masques à oxygène tombèrent du plafond. « Mettez votre masque, monsieur le président » ordonna Katonaté en aidant Traoré à s'équiper. À travers le hublot, Traoré aperçut une inquiétante lueur orange provenant de l'aile droite. Ce n'était pas une simple panne. Ses yeux d'ancien géologue et militaire l'avaient averti, quelque chose n'allait pas dans la structure même de l'appareil. Dans le cockpit, la situation s'aggravait. Nous perdons de l'altitude. Le système de navigation ne répond plus correctement, s'exclama Thomas. Le commandant Sankara tenta de contacter la tour de contrôle. Vol présidentiel BF001, nous déclarons une urgence. Avons perdu pression cabine et rencontrons des problèmes système. Demandons autorisation d'atterrissage d'urgence à Niamey. Seuls des grésillements répondirent. Dans la cabine principale, les membres de la délégation et le personnel de bord s'accrochaient à leur siège. Le lieutenant Zida, aide de camp du président, s'approcha. « Monsieur, nous avons perdu tout contact avec l'extérieur. » Traoré fronça les sourcils. « Ce n'est pas une coïncidence. Rassemblez immédiatement tous les techniciens à bord. » Alors que l'avion perdait de l'altitude, Traoré se leva, ignorant les protestations de Katonaté. S'accrochant au siège pour garder l'équilibre, il se dirigea vers l'arrière de la cabine. Là, un homme en uniforme de maintenance aéronautique tentait discrètement d'accéder à une trappe technique. « Arrêtez-le » ordonna Traoré d'une voix ferme. 2 gardes intervinrent aussitôt. Le technicien, pris en flagrant délit, lâcha l'appareil. Traoré le ramassa, l'examina, puis le confia à Amina. « Un brouilleur sophistiqué » murmura-t-il, son regard dur. « C'est une tentative de sabotage. » L'avion plongeait maintenant vers les plateaux arides du Niger. Dans le cockpit, Sankara luttait pour garder le contrôle. « Nous n'avons plus que quelques minutes pour résoudre ce problème » dit Traoré, son regard fixé sur l'horizon.
Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il à Katonaté, lui montrant le brouilleur. Un brouilleur de fréquences avancées, monsieur. Il interfère avec nos communications et probablement d'autres systèmes. Le technicien capturé, maintenu par 2 gardes, tremblait mais gardait un regard défiant. Votre nom, exigea Traoré. Marcel Cambou, répondit-il après une hésitation. Pour qui travaillez-vous ? Je suis juste un employé de la maintenance aéronautique. Amina s'approcha avec un passeport. C'est une contrefaçon burkinabé, excellente mais fausse. Zida revint avec un petit ordinateur. Trouvé dans ses affaires. Il est verrouillé par mot de passe. Essayez de le déverrouiller, ordonna Traoré en le tendant à Amina. Puis, se tournant vers le saboteur, combien êtes-vous à bord ? Une nouvelle secousse secoua violemment l'avion. Les masques à oxygène se balançaient comme des pendules détraquées. Katonaté s'approcha à nouveau. Le système de navigation a été reprogrammé pour nous diriger vers le nord-est. Traoré blêmit. Le nord-est, une zone contrôlée par des groupes armés hostiles au gouvernement burkinabé. Je ne suis pas seul, lâcha Cambou, un mince sourire aux lèvres. Et vous n'atterrirez jamais à Ouagadougou. Les soupçons de Traoré se confirmaient. Il se tourna vers Katonaté. Sécurisez tout l'appareil. Vérifiez l'identité de chaque personne à bord. Amina s'écria. J'ai accédé à certains fichiers. Il y a des coordonnées GPS et une liste de noms. Traoré examina l'écran. Les coordonnées pointaient vers une région désertique au nord du Mali, connue pour abriter des camps terroristes. 3 noms apparaissaient, Marcel Cambou, Léo Sawadogo et Thomas Ewedraogo. Le copilote, murmura Traoré. Il est complice. À ce moment précis, une détonation sourde retentit dans le cockpit, suivie d'un cri étouffé. Le capitaine Katonaté bondit en direction de la porte de pilotage, déverrouillant le panneau de sécurité avec un code d'urgence. Il entra arme au poing, découvrant le commandant Sankara affalé sur son siège, la tempe en sang, tandis que Thomas Ewedraogo, le copilote, se retournait, un pistolet encore fumant à la main. « Et laissez-le, Thomas » hurla Katonaté en pointant son arme. Mais le traître ne bougea pas. Son regard était vide, comme possédé par une mission plus grande que lui. Il posa lentement le pistolet et leva les mains. Trop tard. Le plan est déjà en marche. Vous ne comprenez rien. Traoré doit disparaître. Le président, qui avait suivi Katonaté de près, entra à son tour dans le cockpit. Il jeta un œil rapide à Sankara, inconscient mais vivant. Puis il se tourna vers Thomas. « Qui vous a recruté » demanda-t-il froidement. Le copilote sourit faiblement. « Vous avez réveillé trop de conscience, président. » Kigali n'était que le début. Certains puissants ont peur d'un continent qui se lève. Sans attendre davantage, Katonaté neutralisa Thomas d'un coup sec au plexus, le faisant s'effondrer au sol. Le président prit place dans le fauteuil du copilote, regardant les commandes instables et les alarmes clignotantes. « Je peux piloter en manuel. Amina, donne-moi les coordonnées de la base aérienne la plus proche. Il y en a une à Agadé. Niger. Si on redresse maintenant, on peut y être en 15 minutes. Faites-le. » Dans la cabine, le personnel retenait son souffle. Le lieutenant Zida, qui fouillait encore les bagages suspects, intercepta un second appareil électronique, cette fois dissimulé dans une valise de l'équipage. Un autre brouilleur, connecté à distance. C'est une opération coordonnée. Pas un sabotage isolé, déclara-t-il. Pendant ce temps, Traoré, les mains sur les commandes, redressa difficilement le Boeing, luttant contre un système encore partiellement corrompu. La descente ralentit, l'avion stabilisé juste au-dessus des plateaux rocheux du nord du Niger. Il faut prévenir Agadé. J'essaie de relancer le système de communication. On capte un canal militaire, dit Amina, triomphante. Katonaté prit le micro et lança l'appel. Base aérienne d'Agadé, ici vol présidentiel BF 001. Avons été sabotés en vol. Président du Burkina à bord. Demandons escorte et atterrissage d'urgence immédiat. Situation critique. Quelques secondes plus tard, une voix grave répondit.
BF001, ici Agadé. Escorte aérienne en route. Piste dégagée. Tenez bon. Vous êtes à 30 nautiques. Traoré, le front perlé de sueur, poussa les moteurs à pleine puissance. L'avion vibrait mais tenait. 2 jets militaires nigériens apparurent quelques minutes plus tard, escortant le Boeing en descente rapide. Dans la soute, Katonaté sécurisait les complices capturés. 3 en tout. Leurs aveux révéleraient bien plus que prévu. Pas seulement une tentative de coup d'État, mais un réseau transnational mêlant intérêts économiques, services secrets étrangers et groupes armés. À 4h12, le Boeing présidentiel toucha enfin le sol à Agadé dans un fracas de pneus et un déploiement de véhicules militaires. Une centaine de soldats encerclèrent l'appareil. Traoré se leva, encore sous l'adrénaline. Il s'adressa à son équipe, à voix basse. Ce que nous avons découvert cette nuit va changer notre lutte. Ce n'était pas une attaque contre moi, mais contre ce que nous représentons. Amina hocha la tête. Le monde entier va entendre parler de ce vol. Et ce ne sera pas juste une histoire de sabotage. Ce sera le début d'un réveil. Agadé, base militaire, 4h37. Sous une lumière crue et le bourdonnement des hélicoptères en veille, le président Traoré descendit la passerelle escorté par le capitaine Katonaté et Amina. Son visage était tendu, mais c'est pas ferme. Il fut immédiatement conduit dans une salle sécurisée du QG, pendant que les passagers étaient évacués, et que les 3 complices interpellés étaient transférés dans un centre de détention temporaire. Dans la salle d'interrogatoire, Thomas Ehud Draogo, toujours sonné, était attaché à une chaise. Face à lui, le colonel Sanda, chef des renseignements nigériens, accompagné d'un procureur militaire et d'un spécialiste en cyberopération. Le président Traoré observait derrière une vitre sans teint. « Faites-le parler », murmura-t-il. Le colonel Sanda entra. « Monsieur Draogo, vous avez une dernière chance d'expliquer pour qui vous travaillez. Les charges sont lourdes, tentative de meurtre, terrorisme, trahison. Le procureur est prêt à demander l'extradition vers Ouagadougou dès l'aube. » Le copilote, respirant difficilement, sourit, les lèvres fendillées. « Vous pensez que je suis seul ? Vous croyez que ça s'arrête ici ? Vos ennemis sont à l'intérieur. Votre entourage, infiltré. » Le colonel hocha la tête. Il activa un petit appareil placé devant Draogo. « Nous avons retrouvé cela dans votre oreille. Communication satellite cryptée. Nous avons aussi les relevés bancaires. Une somme importante reçue, de Genève. Compte appartenant à une société écran liée à Black Delta Holdings. Ça vous dit quelque chose ? » Cette fois, Draogo blêmit. Il détourna le regard. Derrière la vitre, Amina échangea un regard avec Traoré. Elle murmura. « Black Delta. C'est une société de sécurité privée. Certains les soupçonnent d'avoir infiltré plusieurs gouvernements d'Afrique de l'Ouest, sous couvert de conseils militaires. » Traoré réfléchissait, silencieux. Ils nous prennent pour des pions. Mais ce qu'ils ont déclenché cette nuit les dépassera tous. 5h45, communiqué d'urgence. À Ouagadougou, les téléphones portables vibraient. Une annonce en direct surgit sur les chaînes nationales et les réseaux sociaux. Tentative d'assassinat du président Ibrahim Traoré déjouée. Le président est sain et sauf. 3 individus arrêtés, dont un membre de l'équipage. Enquête ouverte. Complicité internationale suspectée. Pendant ce temps, les hashtags #DIESVolBF001, #coup déjoué et #Traoré vivra explosaient sur Twitter et TikTok. Des vidéos filmées par des passagers fuyant l'avion, où la silhouette de Traoré descendant à Agadé entourée de soldats, circulaient déjà partout. Des chefs d'État africains commencèrent à réagir. Le président malien Goïta exprima sa solidarité dans un message ferme. Le président guinéen fit de même. Mais d'autres restaient silencieux. 7h12, salle sécurisée, base d'Agadé. Le colonel Sanda s'approcha de Traoré. Nous avons décrypté une partie du flux reçu par l'oreillette du copilote. C'était un signal codé déclenché depuis un satellite européen. Et une balise intérieure transmettait l'altitude de l'avion à un serveur localisé, à Abidjan.
Côte d'Ivoire. Traoré serra la mâchoire. Alors c'est bien un réseau. Pas un acte isolé. Ce sont des mercenaires. Mais aussi des hommes d'État. Des hommes assis aux mêmes tables que nous lors des sommets de l'Union africaine. Il regarda Katonaté. Prépare une déclaration mondiale. Ce soir. En direct. Pas un mot sur les coupables, mais un message clair, nous ne nous rendrons pas. 20h GMT Ouagadougou, palais présidentiel, diffusion mondiale. La caméra s'alluma. Pas de drapeau, pas de podium solennel. Juste un bureau simple, une lumière douce, et le président Ibrahim Traoré, assis face à l'objectif. Son uniforme était sobre, sans médaille. Il parlait directement à la caméra. Sa voix était calme, presque grave. Ce soir, je m'adresse à vous, citoyens du Burkina Faso, frères et sœurs du Sahel, et peuples libres du continent africain. Dans la nuit du 16 au 17 mai, une tentative a été menée pour mettre fin à ma vie. Elle a échoué. Grâce à la vigilance d'un équipage, grâce au courage de soldats loyaux, grâce à la grâce de Dieu, je suis vivant. Ce n'était pas une simple attaque. C'était un message. Une opération planifiée, financée, télécommandée depuis l'étranger. Une mise en scène conçue pour nous faire taire, pour nous diviser, pour faire chuter l'espoir africain. À ceux qui ont tenté cela, je dis, vous avez échoué. Et vous avez commis une erreur. Vous avez révélé vos visages. Vous avez forcé l'Afrique à ouvrir les yeux. À ceux qui hésitent encore, je dis ceci, le temps de la peur est terminé. Le continent ne pliera plus devant des intérêts obscurs. Nous avons vu ce que vos sociétés de sécurité, vos banquiers de l'ombre, vos relais politiques peuvent faire. Mais nous avons aussi vu ce qu'un peuple debout peut accomplir. À nos partenaires sincères, nous tendons la main. Au peuple frère, nous appelons à la vigilance et à l'unité. L'Afrique n'est plus une terre à vendre. C'est une terre à défendre. À demain. Au combat pacifique. À la vérité. La diffusion s'interrompit. Pas d'applaudissements. Juste un silence planétaire. Quelques heures plus tard, dans un hôtel d'Abidjan, un homme d'affaires ivoirien, proche de certains anciens ministres, regardait l'écran avec crispation. Son téléphone sonna. Il pâlit. Ils ont tout tracé, même la balise. Le nom de la société est sorti. Ils savent pour nous. Dehors, des sirènes de police se rapprochaient. 23h40 Genève, Suisse. Un administrateur bancaire reçut une alerte, compte gelé. Mandat de perquisition internationale. Les virements liés à Thomas Draugo venaient d'être connectés à un ancien officier français reconverti en consultant privé pour des opérations dites de stabilisation stratégique en Afrique de l'Ouest. 4 heures base militaire de Cambouinsin, Burkina Faso. Le président Traoré rejoignit ses hommes. Il salua le capitaine Katonaté, puis Amina, resté à ses côtés depuis l'atterrissage. Ce n'est pas terminé, dit-il. Ce n'était que le premier acte. Mais ils savent maintenant que nous n'avons plus peur. Amina répondit doucement. Et que le feu ne brûle pas que chez nous. Le feu est désormais dans leurs poches, dans leurs contrats, dans leurs secrets. Ouagadougou 48 heures plus tard. Dans l'aile nord du palais présidentiel, Amina marchait d'un pas vif. Le commandant Katonaté lui avait remis un dossier confidentiel, le journal de vol du Falcon 900, les listes d'accès à la piste, et un enregistrement audio flouté provenant de la tour de contrôle. Mais quelque chose clochait. Le Falcon présidentiel n'aurait jamais dû changer de plan de vol. L'ordre était venu d'un numéro sécurisé, un canal normalement réservé à la présidence elle-même. Elle entra dans la salle des archives numériques du renseignement intérieur. À l'intérieur, 2 techniciens surveillaient les flux. Elle s'adressa à eux sans détour. Je veux la trace exacte des transmissions de vendredi entre 19h et 22h. Mettez-moi tous les accès à la ligne Alpha Rouge. Qui a utilisé le protocole présidentiel? L'un des analystes hésita. Commandante, ça remonte à un appel depuis le secteur D. Le secteur D, c'est l'aile des conseillers spéciaux. Elle comprit.
Quelqu'un à l'intérieur du cercle rapproché avait transmis les données de vol à l'extérieur. Quelqu'un qui connaissait les routines. Quelqu'un que Traoré considérait peut-être comme un frère d'armes. Le soir même, quartier généraux des forces spéciales. Amina retrouva Katonaté. « J'ai une taupe, capitaine. Et elle est plus proche qu'on le croyait. » « Qui ?» Le colonel Draogo. Il a été l'un des premiers à savoir que le président embarquait dans ce vol-là. Il a signé la redirection d'escorte aérienne. Et, il a un frère qui vit à Paris. Katonaté soupira. On l'a tous respecté. Il a combattu avec Traoré pendant la mutinerie de 2022. Et si justement c'était le problème ? Ceux qui sont montés avec lui ne supportent peut-être plus qu'il soit resté debout. Katonaté hocha la tête, puis ouvrit une mallette. Alors il est temps d'agir. Ce soir, on le convoque pour une réunion. Et on laisse les micros ouverts. Minuit, salle d'audition du palais. Le colonel Draogo entra dans la pièce, surpris de voir Amina seule. Elle lui tendit une tasse de café. « Colonel, je voulais vous remercier pour votre loyauté. Vous avez été l'un des premiers à alerter sur la tentative. Je n'ai fait que mon devoir. » Justement. Elle pressa un bouton. Le son d'un enregistrement résonna, le faucon quitte le nid. Répétons, le faucon quitte le nid. Fenêtre entre 20h12 et 20h29. La voix était trafiquée. Mais elle portait un léger accent. Celui de Bobo Dioulasso. Le même que celui du colonel. Il devint blême. « C'est toi. Tu as vendu les coordonnées. Qui d'autre est impliqué ?» Il ne répondit pas. Amina sortit un badge. « Voici ce qu'on a trouvé dans un faux mur de ton bureau. Une balise de signalement franco-israélienne. Connectée à un compte offshore enregistré, au nom de ton fils. » Le colonel tremblait. Ils ont promis. Ils ont dit que si je faisais ça, ils protégeraient ma famille. Mais maintenant, ils te laisseront tomber. Tu ne leur sers plus à rien. Tu veux une seule chance de rédemption ? Parle. Donne-moi des noms. Donne-moi les connexions étrangères. Donne-moi l'autre cible. Car ce que tu ignores, c'est que le président n'était pas le seul visé. Traoré se pencha pour écouter. Une voix masculine, tendue. Alpha 3 répondit. Pourquoi avons-nous perdu le contrôle ? Le président est-il neutralisé ? Une autre voix, plus autoritaire. Plan B, activer les charges. L'objectif doit être éliminé avant qu'il ne révèle nos opérations à Adiba. Traoré et Amina échangèrent un regard lourd de sens. Adia. Le siège de l'Union africaine où Traoré devait s'exprimer la semaine suivante sur les ingérences étrangères dans les économies africaines. À ce moment précis, l'avion fut secoué par une explosion sourde. Une alarme stridente retentit. Une charge a explosé dans la soute. Cria Konaté dans son casque. Dommage au fuselage arrière. L'avion plongea brutalement, perdant rapidement de l'altitude. Sanara luttait avec les commandes manuelles, son visage crispé par l'effort. Tout le monde en position d'urgence. Ordonna Traoré, avant de se tourner vers Sankara. Commandant, ces lumières au sol, pouvez-vous nous y amener ? Je vais essayer, monsieur le président, répondit Sankara, les mains crispées sur le manche. Mais je ne vous garantis pas un atterrissage en douceur. L'altimètre indiquait maintenant 3000 pieds, et chutait rapidement. Le sol se rapprochait. Les lumières d'une piste devenaient plus distinctes. C'est une base militaire nigérienne, identifia Konaté. Nous sommes proches de Tillabéri. Traoré hocha la tête. Le Niger, dirigé par une junte militaire comme le Burkina Faso, était un allié. Mais s'il survivait à cet atterrissage, ce ne serait que le début d'une crise bien plus large. Préparez-vous à l'impact, annonça Sankara alors que l'avion s'approchait dangereusement du sol, son fuselage arrière endommagé laissant une traînée de fumée dans le ciel nocturne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Demanda Traoré, tenant fermement le petit appareil électronique confisqué au technicien. Capitaine Konaté examina l'objet avant de répondre, la voix tendue. Un brouilleur de fréquence avancée, monsieur le président.
Il interfère avec nos communications et probablement avec certains systèmes de l'avion. L'appareil présidentiel continuait sa descente inquiétante. Dans le cockpit, le commandant Sankara et son copilote Thomas luttaient pour maintenir l'avion stable, leur visage luisant de sueur malgré l'air conditionné. Le technicien capturé fut forcé de s'asseoir, maintenu fermement par 2 gardes. L'homme tremblait, mais son regard restait défiant. « Votre nom ?» exigea Traoré, se tenant debout devant lui malgré les secousses. « Marcel Cambou », répondit l'homme après un moment d'hésitation. « Pour qui travaillez-vous, Cambou ?» La voix de Traoré restait calme, presque douce, mais ses yeux reflétaient une détermination d'acier. Le technicien détourna le regard. « Je suis juste un employé de la maintenance aéronautique. » Amina, qui avait fouillé rapidement les affaires de l'homme, s'approcha avec un passeport. « Monsieur, ce passeport est burkinabé, mais c'est une contrefaçon. » « Excellente, mais une contrefaçon néanmoins. » Le lieutenant Zida, qui avait entre-temps procédé à une fouille plus approfondie, revint avec un petit ordinateur portable. « Monsieur le Président, j'ai trouvé ceci dans son bagage. Il est verrouillé par un mot de passe. » Traoré prit l'ordinateur, l'examina brièvement puis le tendit à Amina. « Essayez de le déverrouiller. » Puis, se tournant vers le technicien. « Qui vous a envoyé ? Combien êtes-vous à bord ? » L'avion subit une nouvelle secousse violente. Les masques à oxygène se balançaient au plafond comme des pendules détraquées. Le capitaine Katé, resté en communication avec le cockpit via son casque, s'approcha. « Monsieur, le commandant dit que nous perdons rapidement de l'altitude. Notre système de navigation semble reprogrammé pour nous diriger vers le nord-est. » Traoré fronça les sourcils. Le nord-est, vers une zone contrôlée par des groupes armés hostiles au gouvernement burkinabé. La coïncidence était trop parfaite. « Je ne suis pas seul », lâcha soudainement Cambou, un mince sourire aux lèvres. « Et vous n'atterrirez jamais à Ouagadougou. » Ces mots confirmèrent les soupçons de Traoré. Il se tourna vers Konaté. « Sécurisez l'ensemble de l'appareil. Vérifiez l'identité de chaque personne à bord, y compris l'équipage. » Amina travaillait frénétiquement sur l'ordinateur confisqué. « J'ai réussi à accéder à certains fichiers. Monsieur, il y a des coordonnées GPS et une liste de noms. » Traoré examina l'écran. Les coordonnées indiquaient une région désertique à la frontière nord du Mali, connue pour abriter des camps d'entraînement de groupes terroristes. La liste contenait 3 noms, Marcel Cambou, Léo Sawadogo et Thomas Eraogo. Le copilote, murmura Traoré. Il est complice. À ce moment précis, une détonation sourde retentit dans le cockpit, suivie de cris. Le lieutenant Zida se précipita vers l'avant de l'appareil, arme au poing, suivi par 2 gardes. Dans le cockpit, ils découvrirent le commandant Sankara luttant avec Thomas, qui tentait d'insérer une clé USB dans le système informatique de l'avion. Le panneau de contrôle clignotait de manière erratique, des alarmes résonnant dans tout l'appareil. « À terre !» hurla Zida, pointant son arme sur le copilote. Thomas leva lentement les mains, laissant tomber la clé USB. Le commandant Sankara, une coupure au front, reprit rapidement sa place aux commandes. Il a essayé de télécharger un programme dans le système, expliqua Sankara en essuyant le sang sur son visage. J'ai réussi à l'en empêcher, mais notre situation reste critique. Traoré, qui avait rejoint le cockpit, ramassa la clé USB et l'examina. Un virus informatique, probablement conçu pour désactiver complètement nos systèmes de vol. L'altimètre indiquait maintenant 1500 pieds, et continuait à descendre. « Commandant, pouvez-vous reprendre le contrôle ?» demanda Traoré. Les commandes principales ne répondent pas correctement. Quelque chose interfère toujours avec le système, répondit Sankara, frustré. Amina, qui les avait suivis, brancha l'ordinateur portable confisqué sur une prise du cockpit. Je pense avoir trouvé quelque chose, monsieur. Un programme de contrôle à distance. Quelqu'un pilote partiellement notre avion depuis le sol. Peuvent-ils nous voir? Nous entendre? Probablement, confirma Amina. Il y a une transmission vidéo et audio active. Parfait, dit Traoré, surprenant tout le monde.
Il se pencha vers l'ordinateur, comme s'il s'adressait directement à ceux qui les surveillaient. À ceux qui orchestrent cette attaque, vous avez échoué. Nous avons identifié vos agents et neutralisé votre plan. Cet avion n'atterrira pas là où vous le souhaitez. Puis, se tournant vers Sankara. Commandant, coupez tous les systèmes électroniques. Nous allons piloter manuellement. Mais monsieur, c'est extrêmement risqué sans navigation. C'est notre seule chance, affirma Traoré. Ils ne peuvent pas contrôler ce qui n'est plus connecté. Le lieutenant Zida, qui surveillait les 2 saboteurs capturés, s'approcha. Monsieur, Kambou a parlé. Il dit qu'il y a un 3e homme, un technicien nommé Diallo. Il aurait placé des charges explosives dans la soute. Le visage de Traoré resta impassible, mais ses yeux s'assombrirent. Capitaine Katé, trouvez-moi ce Diallo. À l'extérieur, l'obscurité était presque totale, à l'exception des lumières de villages occasionnelles qui scintillaient au loin comme des constellations terrestres. L'avion descendait toujours, mais moins rapidement depuis que Sankara avait commencé à déconnecter les systèmes électroniques un par un. Konaté revint quelques minutes plus tard, traînant un homme en uniforme d'entretien. « Monsieur, nous l'avons trouvé tentant d'accéder à la soute. » L'homme, visiblement plus âgé que les autres saboteurs, gardait un silence obstiné malgré les interrogations. Il avait ceci sur lui, ajouta Konaté, montrant un détonateur télécommandé sophistiqué. Traoré examina l'appareil puis fixa l'homme. Où sont les explosifs? Diallo garda le silence. Si nous explosons, vous mourrez aussi, dit calmement Traoré. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Quelque chose vacilla dans le regard de l'homme. Compartiment arrière de la soute. 3 charges, murmura-t-il finalement. Zida, prenez 2 hommes et désactivez ces charges. Suivez les indications. Zida hocha la tête sans un mot. Il attrapa 2 soldats d'élite et descendit en direction de la soute, son arme levée, chaque pas résonnant dans le fuselage avec la gravité d'une mission dont dépendait la vie de tous. L'air à bord était tendu, comme suspendu, chaque souffle retenu. Dans le cockpit, Sankara poursuivait les manœuvres à la main, les capteurs inertes, les écrans éteints. « Nous sommes à 800 pieds, annonça-t-il. J'aperçois une clairière, ce sera juste. Amina observait toujours les lignes de code sur l'ordinateur connecté. Je peux peut-être envoyer un signal brouillé pour perturber le lien entre l'ordinateur et leur station au sol. Si je coupe leur retour vidéo, ils penseront que nous avons été abattus. Faites-le, répondit Traoré. Et envoyez leur propre enregistrement, les visages de Kambou, Diallo et Thomas. Qu'ils sachent que leur couverture est tombée. Un bourdonnement électrique parcourut l'appareil. Quelques instants plus tard, l'écran se coupa net. Amina sourit brièvement. Transmission brouillée. Ils sont aveugles maintenant. Dans les entrailles de l'avion, Zida atteignit la soute arrière. Un filet de fumée s'échappait d'une caisse métallique entreposée sans marquage. Ici Zida. Nous avons visuel sur 2 charges. Je cherche la 3e. L'un des soldats coupa les fils soigneusement, transpirant à grosses gouttes. L'autre gardait la couverture, ses yeux ne quittant pas l'obscurité. 3e charge désamorcée, confirma Zida 2 minutes plus tard. On est clair. Traoré, soulagé, inspira profondément. Il saisit la radio d'urgence et l'activa. Ici Alpha 1. Avion présidentiel en approche d'urgence. Demande atterrissage immédiat à base militaire de Tillabéri. Appareil sous contrôle manuel. Sécurité intérieure compromise, mais restaurée. Quelques secondes plus tard, une voix grave répondit. Alpha 1, ici Fort Tillabéri. Piste éclairée. Vous êtes autorisé à vous poser. Une équipe médicale et sécuritaire est en alerte. Bienvenue chez vous. À 500 pieds, Sankara abaissa encore les volets. L'avion tremblait, les voyants restés allumés clignotaient faiblement sous les panneaux déconnectés. Tenez-vous prêts, dit-il. Ce sera brutal. Traoré se tourna vers Amina. Si je ne sors pas vivant de cet atterrissage? Ne dites pas ça, monsieur, coupa-t-elle. Alors vous porterez ce message à l'Union africaine, le Burkina n'est plus un pion.
Nous choisissons nos alliés, et nous écrivons notre histoire. L'avion toucha le sol dans un fracas assourdissant, projetant des étincelles tout le long de la piste. Une aile ripa sur le bitume, le train d'atterrissage arrière cédant partiellement sous le choc. Les passagers furent secoués violemment, mais l'appareil glissa sur plusieurs centaines de mètres avant de s'immobiliser enfin, fumant, brisé, mais entier. Un silence de cathédrale suivit. Puis, une respiration. 2. Enfin, des cris étouffés de soulagement. Le président Traoré se redressa lentement, sang sur la tempe, mais regard clair. « Nous sommes vivants », murmura-t-il. Dehors, des soldats accouraient déjà vers l'avion avec des brancards, des extincteurs, des fusils levés. Le colonel responsable de la base, haletant, ouvrit la porte principale encore chaude du choc. « Monsieur le Président !» cria-t-il. « On vous attendait. » Traoré descendit lentement la rampe, entouré de ses officiers, le regard planté droit devant lui. Il n'était plus simplement un chef d'État. Il était devenu un symbole. Un survivant. Un avertissement vivant à ceux qui manipulaient l'Afrique depuis l'ombre. Il s'arrêta sur le tarmac, leva les yeux vers le ciel noir de la nuit nigérienne, et souffla, presque pour lui-même. Maintenant, nous répondons. Le président Traoré fut immédiatement escorté à l'infirmerie de la base militaire. Tandis qu'un médecin désinfectait la plaie à sa tempe, ses pensées allaient déjà plus loin que cette tentative d'assassinat. Il savait que ce crash n'était pas qu'un acte isolé. C'était un message. Et il allait y répondre. Informer le général Koné à Ouagadougou. Je veux une réunion du Conseil de défense dans les 6 prochaines heures. Et, mettez-moi en liaison sécurisée avec Bamako et Niamey, ordonna-t-il à son aide de camp. Amina, le visage blême mais déterminé, entra à son tour, un dossier à la main. Monsieur le Président, j'ai réussi à extraire les données de la tablette de Kambou avant qu'elle ne se verrouille. Il y avait un lien crypté avec un serveur externe, basé à Zurich. Traoré plissa les yeux. L'Europe. Donc ce n'est pas simplement une querelle interne. On joue sur plusieurs tableaux. Amina continua. J'ai aussi trouvé un enregistrement. Il s'agit d'une conversation entre Kambou et un certain opérateur Delta. Il mentionne une phase 2, prévue dans moins de 72 heures. Traoré se redressa aussitôt. Qu'est-ce que la phase 2 ? Je ne sais pas encore. Mais il y a des mots-clés, corridor et communication satellite, annulation du sommet. Il fixa le vide un instant, puis se leva brusquement. Ce n'est pas seulement une attaque contre moi. C'est une tentative de saboter l'alliance trilatérale. Si la phase 2 réussit, c'est le chaos assuré dans le Sahel. Sankara entra à ce moment-là, sa veste de pilote encore couverte de poussière. Monsieur, l'avion est inutilisable. Mais les boîtes noires sont intactes. On pourra prouver que le sabotage venait de l'intérieur. Parfait. Transmettez-les au ministère de la Défense. Et mettez l'armée en alerte maximale. Je veux que toutes les routes frontalières soient surveillées. Si quelque chose doit frapper, ce sera là. Traoré se dirigea ensuite vers une salle sécurisée. Devant lui s'afficha une carte numérique des mouvements militaires dans la région. Plusieurs points rouges clignotaient à la frontière et du pays. Il les montra du doigt. Voilà où ils frapperont. Ils pensent que nous sommes désorganisés. Qu'ils viennent. Nous les attendons. Il prit ensuite une profonde inspiration, appuya sur un bouton, et enregistra un message à la nation. Message du président Traoré, 3h21 GMT. Burkinabé, frères et sœurs du Sahel, cette nuit, une tentative a été faite pour nous faire taire. Pour éteindre notre espoir. Mais nous sommes debout. Vivants. Plus que jamais décidés à défendre notre souveraineté. Ce n'était pas une simple attaque contre un président. C'était une attaque contre l'Afrique qui se lève. Mais je vous le dis aujourd'hui, leur époque est terminée. La nôtre commence. À travers les capitales africaines, ce message fit l'effet d'un séisme. Au Niger, au Mali, en Guinée, en Centrafrique, les gouvernements alliés réagirent en activant des mesures de sécurité conjointes. L'Union africaine convoqua une session d'urgence. Mais dans l'ombre, à Zurich, à Paris,
À Washington, certains visages blêmirent. Car Traoré n'était pas mort. Et maintenant, il savait. Si cet avion s'écrasait, ce ne serait pas seulement sa vie qui serait perdue, mais aussi une vision pour son pays et pour l'Afrique. 1000 pieds, ces trains d'atterrissage avant sortie. La voix de Sankara était étrangement calme dans le chaos ambiant. 500 pieds, approche finale. L'avion semblait vibrer de toutes parts, comme s'il protestait contre les forces qui le tiraient vers le sol. Les lumières de la piste d'atterrissage grandissaient, formant maintenant une ligne claire dans l'obscurité. « Accrochez-vous » cria Sankara au moment où l'appareil frôla la cime de quelques arbres. Le premier contact avec le sol fut brutal, arrachant un gémissement métallique à la structure de l'avion. Le train d'atterrissage principal céda sous l'impact et l'appareil glissa sur le ventre dans un bruit assourdissant de métal torturé. Des étincelles jaillissaient de toutes parts alors que la carlingue raclait le tarmac. Malgré la violence de l'impact, Traoré resta conscient, comptant les secondes qui semblaient s'étirer indéfiniment. Puis, après ce qui parut une éternité, l'avion s'immobilisa enfin dans un dernier soubresaut. Un silence surnaturel s'installa, rompu seulement par le crépitement des systèmes électriques endommagés et les gémissements de quelques passagers. « Tout le monde va bien ?» demanda Traoré en se redressant péniblement. Des réponses affirmatives résonnaient faiblement dans la cabine enfumée. « Évacuez immédiatement » ordonna-t-il, forçant les portes de secours. L'avion pourrait prendre feu à tout moment. À l'extérieur, des lumières de véhicules approchaient rapidement. La base militaire nigérienne avait été alertée de leur atterrissage d'urgence et envoyait des secours. Alors que les passagers évacuaient par les toboggans de secours, Traoré resta en arrière, s'assurant que tout le monde sortait, y compris les saboteurs capturés, solidement menottés et escortés par des gardes. Le dernier à quitter l'avion, Traoré fut accueilli sur le tarmac par un officier nigérien. Président Traoré, salua l'homme avec respect, le général Salaou vous attend à la base. Nous avons sécurisé le périmètre et préparé un centre de communication pour vous. Traoré acquiesça gravement. Merci, Major. Nous avons des prisonniers à interroger et des communications urgentes à établir avec Vagadou. Mais d'abord, je dois m'assurer que tous les membres de mon équipe reçoivent les soins nécessaires. Alors qu'il s'éloignait de l'avion, Traoré jeta un dernier regard à l'appareil endommagé. La vision était saisissante. Le Boeing présidentiel, symbole de la souveraineté burkinabé, gisait ventré sur une piste nigérienne, sa carlingue déchirée témoignant de la violence de l'attaque qu'il avait subie. Mais, contrairement au plan de ses adversaires, ni l'avion ni son occupant principal n'avaient été détruits. Ils avaient survécu et avec eux la possibilité de transformer cette attaque en opportunité, cette tentative d'assassinat en révélation mondiale. Ils ont commis une erreur stratégique, dit Traoré à voix basse, plus pour lui-même que pour les officiers qui l'entouraient. Ils n'ont pas compris qu'en essayant de me faire taire, ils ne feraient qu'amplifier mon message. Le général Salaou, commandant de la base nigérienne et ami personnel de Traoré depuis leurs années de formation militaire, les attendait à l'entrée du bâtiment principal. Les deux hommes s'embrassèrent chaleureusement. « Ibrahim, quand j'ai appris ce qui se passait, j'ai cru que nous t'avions perdu, » dit le général, l'émotion perceptible dans sa voix habituellement impassible. « Pas encore, mon ami, » répondit Traoré avec un léger sourire. « Il semble que j'ai encore du travail à accomplir sur cette terre. » Entouré de ses conseillers les plus proches et de ses alliés nigériens, Traoré se dirigea vers le centre de communication. La nuit serait longue, mais l'aube qui se lèverait demain pourrait bien marquer le début d'un nouveau chapitre. Non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Amina aplatit sa conseillère qui marchait à ses côtés, l'ordinateur portable des saboteurs toujours serré contre elle. « Préparez-moi une ligne sécurisée avec Ouagadougou, puis contactez tous nos alliés dans la région. Il est temps de montrer au monde qui sont vraiment nos prétendus partenaires internationaux. » La détermination brillait dans ses yeux, plus forte que jamais. Ce qui avait été conçu comme sa fin deviendrait son plus grand moment de vérité. Le jour se levait sur la base militaire de Tillabéri, baignant les bâtiments et l'avion endommagé d'une lumière dorée. L'équipe de Traoré n'avait pas dormi, travaillant sans relâche pour comprendre l'ampleur du complot et préparer la riposte. L'appel venait du quartier général de l'armée à Vagadou. La voix de Traoré était calme, mais ses yeux trahissaient une colère froide.
Qui exactement? Le technicien nigérien consulta ses notes. Bureau 317, 3e étage. Et Traoré échangèrent un regard lourd de sens. Ce bureau appartenait au colonel Mahamadi Zingrana, récemment nommé à la tête du renseignement militaire. J'ai toujours eu des réserves sur cette nomination, murmura Konaté. Zingrana était trop proche de l'ancien régime et maintenant nous savons pourquoi il a été si vivement recommandé par certains diplomates étrangers, ajouta Traoré, sa voix emplie d'une amertume contrôlée. Amina, qui continuait d'analyser les données, intervint. Monsieur, j'ai croisé les informations financières des saboteurs avec d'autres transactions suspectes. Tous les paiements proviennent d'une société minière basée aux îles Cayman mais contrôlée par un consortium franco-canadien. Ressources globales, devine, souffla Traoré, le principal bénéficiaire des anciens accords que nous avons suspendus. Le lieutenant Zida entra précipitamment, tenant un téléphone satellite. Monsieur le Président, appel sécurisé du ministre de la Défense à Vagadou. Traoré prit l'appareil, activant le haut-parleur pour que son équipe puisse entendre. Je vous écoute, ministre. Monsieur le Président, grâce à Dieu, vous êtes sain et sauf, commença le ministre, sa voix trahissant son soulagement. Nous avons reçu votre message vidéo. Le pays est avec vous, mais la situation est tendue. Des manifestations ont éclaté devant les ambassades occidentales et certains médias internationaux suggèrent déjà que l'incident était un accident technique. Point. Qu'en est-il des mesures de sécurité que j'ai ordonnées, demanda Traoré. En cours de déploiement, monsieur. Mais le ministre hésita. Le colonel Zingrana a disparu. Son bureau a été trouvé vide ce matin et nous avons des raisons de croire qu'il a quitté le pays, nos caméras de surveillance l'ayant capté montant dans un véhicule diplomatique français vers 3 heures du matin. Traoré ferma brièvement les yeux, digérant cette confirmation. Ministre, j'ai une mission spéciale pour vous. Rassembler une équipe restreinte d'hommes de confiance absolue. Arrêtez immédiatement ces personnes pour interrogatoire. Il dicta une courte liste de noms, tous des officiels qu'il soupçonnait depuis longtemps d'être des agents d'influence étrangère. Et ministre, ajouta-t-il, à partir de maintenant, considérez toutes nos communications comme compromises. Nous établirons un nouveau protocole à mon retour. Après l'avoir raccroché, Traoré se tourna vers son équipe, son visage reflétant une détermination renouvelée. Nous rentrons aujourd'hui à Vagadou, mais avant, nous allons changer les règles du jeu. Comment, Monsieur le Président, demanda Konaté. En exposant tout, répondit Traoré, pas seulement à notre peuple mais au monde entier. 2 heures plus tard, un avion militaire nigérien était prêt sur la piste. Avant d'embarquer, Traoré fit une conférence de presse improvisée. Les journalistes locaux et quelques correspondants internationaux s'étaient rassemblés, alertés par la nouvelle de l'atterrissage d'urgence. Debout devant l'épave de son avion présidentiel, toujours fumante par endroits, Traoré prit. Debout devant l'épave de son avion présidentiel, toujours fumante par endroits, Traoré prit une profonde inspiration avant de s'adresser aux journalistes. Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix ferme, ce que vous voyez ici est le résultat d'une tentative délibérée de mettre fin à ma mission pour la justice et la souveraineté de notre pays. Mais cette attaque ne nous brisera pas. Elle ne fera que renforcer notre détermination. Il marqua une pause, le regard balayant l'assemblée. Et derrière cet acte, se cache un réseau complexe d'intérêts étrangers et de complices locaux qui ont tout fait pour freiner notre progrès. Mais aujourd'hui, je vous le dis clairement, nous ne reculerons pas. Nous irons jusqu'au bout de la vérité, et nous rétablirons la dignité de notre nation. Les caméras s'allumèrent, les micros captèrent chaque mot, chaque nuance. J'appelle tous les peuples d'Afrique de l'Ouest et du continent entier à rester unis face à ces défis. Ce n'est pas seulement une lutte burkinabé, c'est une lutte pour la liberté, la justice et la souveraineté de toute l'Afrique. Il conclut, ensemble, nous transformerons cette épreuve en un triomphe historique. Sur ces mots, il monta à bord de l'avion militaire, prêt à regagner Vagadou, porté par l'espoir et la force d'un peuple déterminé à reprendre son destin en main. Amina, dit-il pendant le vol, je veux que vous prépariez un dossier complet sur cette affaire. Pas seulement les aspects techniques du sabotage, mais surtout les motivations économiques derrière.
Montrez les liens entre les tentatives d'assassinat et les contrats miniers suspendus. Oui, Monsieur le Président, je m'y attelle immédiatement. Konaté, qui venait de recevoir un message sur son téléphone sécurisé, s'approcha. Monsieur, les arrestations ont commencé à Ouagadougou. 5 des 7 suspects ont été appréhendés sans incident. Les 2 autres sont introuvables pour l'instant, mais leurs passeports ont été signalés, ils ne pourront pas quitter le pays facilement. Traoré Chala. Ils essaieront d'utiliser des voies diplomatiques comme un granat. Renforcer la surveillance autour des ambassades concernées. Alors que l'avion commençait sa descente vers Ouagadougou, Traoré observa par le hublot la capitale de son pays. Les rues semblaient animées. Des groupes s'étaient formés autour des écrans de télévision dans les lieux publics et des drapeaux burkinabés flottaient plus nombreux que d'habitude. Le peuple est avec vous, monsieur, remarqua Azida en suivant son regard. Votre message a touché leur fierté nationale. Ce n'est pas ma personne qui importe, répondit Traoré. C'est le message. L'Afrique doit se lever et prendre en main son propre destin. Si cette tentative d'assassinat peut servir à ouvrir les yeux de notre continent, alors le risque en valait la peine. L'avion atterrit sous escorte militaire renforcée. Une foule considérable s'était massée aux abords de l'aéroport, tenue à distance par des cordons de sécurité. Des chants et des slogans de soutien s'élevaient. Traoré, défenseur de la patrie et non du néocolonialisme. Une délégation officielle attendait au pied de la passerelle, le Premier ministre, plusieurs ministres clés et des représentants de la société civile. Mais ce qui surprit agréablement Traoré fut la présence de plusieurs chefs d'État africains voisins venus en urgence pour manifester leur solidarité. Parmi eux se trouvait Bassirou Diomaye, le jeune président sénégalais, accompagné de son Premier ministre Ousmane Sonko. Également présents, les dirigeants du Mali et du Niger, formant avec le Burkina Faso une alliance régionale de plus en plus affirmée. Les accolades furent chaleureuses, les visages graves mais déterminés. Cette tentative d'assassinat avait créé un électrochoc. Elle rendait tangible une menace souvent théorisée mais rarement démontrée aussi clairement. « Mon frère », dit-il en serrant Traoré dans ses bras. Votre survie est un message à tous ceux qui pensent pouvoir encore dicter la politique africaine depuis leur capitale lointaine. Ce qui vous est arrivé confirme ce que nous dénonçons depuis longtemps, ajouta Sono, dont la rhétorique anti-impérialiste résonnait fortement dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il est temps de coordonner notre réponse. Au palais présidentiel, une réunion d'urgence fut organisée. Autour de la table se trouvaient non seulement les dirigeants africains présents, mais aussi, par visioconférence sécurisée, plusieurs autres chefs d'État du continent. Traoré présenta les preuves récoltées, expliquant méthodiquement comment l'opération avait été planifiée et presque exécutée. Les visages se tendaient à mesure que les détails étaient révélés. Ce n'est pas seulement une attaque contre le Burkina Faso, conclut-il. C'est une attaque contre la souveraineté africaine elle-même, contre notre droit collectif à déterminer comment nos ressources sont utilisées et par qui. Un silence fit suite à ces paroles. Puis, un par un, les dirigeants présents exprimèrent leur indignation et leur soutien. Des propositions concrètes émergèrent, renforcement des services de renseignement partagés, création d'une commission d'enquête panafricaine et surtout coordination des politiques économiques face aux pressions extérieures. Nous devons parler d'une seule voix à l'Union africaine, déclara le président malien. Votre discours, président Traoré, doit devenir notre discours collectif. Un consensus se forma. Cette crise devait être transformée en opportunité pour accélérer les efforts d'intégration économique africaine et réduire la dépendance aux anciennes puissances coloniales. Tard dans la soirée, après le départ des autres dirigeants, Traoré s'isola dans son bureau avec ses conseillers les plus proches. Amina lui présenta un rapport préliminaire sur les réactions internationales. Comme prévu, Monsieur le Président, les médias occidentaux traditionnels tentent de minimiser l'incident, parlant d'accusations sans preuve et de théories du complot. Point. Elle fit défiler plusieurs articles sur sa tablette. Mais les réseaux sociaux racontent une histoire différente. Des millions de personnes à travers le monde partagent votre conférence de presse, les preuves que nous avons publiées et les réactions officielles. Ambigus, les gouvernements occidentaux offrent formellement leur aide pour l'enquête tout en suggérant que vos accusations sont prématurées.
La Chine et la Russie, sans surprise, soutiennent votre position et proposent une assistance technique et sécuritaire renforcée. Traoré sourit légèrement. Exactement comme je l'avais anticipé, ils sont piégés dans leur propre jeu. S'ils réagissent trop vigoureusement, ils paraîtront suspects. S'ils admettent, c'est un scandale international. Konaté, qui venait de recevoir un rapport de la sécurité, intervint. Monsieur, nous avons intercepté une communication intéressante. Un avion privé a demandé une autorisation de décollage urgente pour Paris. À bord, 2 diplomates français et 3 ressortissants burkinabés voyageant sous immunité diplomatique. Nos 2 suspects manquants, devina Traoré et probablement Zingrana, qui serait revenu discrètement. Quelle réponse a été donnée? Autorisation accordée, comme vous l'aviez ordonné, monsieur. Mais conformément à votre plan, l'avion sera discrètement suivi par nos systèmes radars et des photos des passagers ont été prises à leur insu. Traoré hocha la tête avec satisfaction. Parfait, nous les laissons partir pour mieux les exposer. Préparez ces images pour mon discours à Addis Abeba. Le monde entier verra comment les espions sont exfiltrés sous couverture diplomatique après une tentative d'assassinat ratée. La nuit était déjà bien avancée, mais dans les rues de Ouagadougou, des veillées spontanées s'étaient organisées. Des citoyens de tous âges tenaient des bougies et des drapeaux, chantant l'hymne national et des chants traditionnels. Depuis son bureau, Traoré pouvait entendre leur voix portée par la brise nocturne. C'était pour eux qu'ils prenaient ces risques, pour leur droit à un avenir meilleur, libre de l'exploitation étrangère qui avait trop longtemps maintenu l'Afrique dans la pauvreté malgré ses immenses richesses naturelles. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. La prochaine fois, nous ne manquerons pas notre cible. Traoré sourit calmement. Ces menaces ne faisaient que confirmer qu'il était sur la bonne voie. Il répondit simplement. Il n'y aura pas de prochaine fois. Le monde entier vous regarde maintenant. Puis il éteignit son téléphone et se remit au travail. Dans 5 jours, il s'adresserait à l'Union africaine, et ce discours pourrait bien changer le cours de l'histoire du continent. La salle de conférence de l'Union africaine à Addis Abeba bourdonnait d'une énergie inhabituelle. Des délégations de tous les pays du continent s'étaient rassemblées, mais cette session plénière attirait une attention sans précédent. Des journalistes du monde entier se pressaient dans l'espace réservé à la presse, et les caméras de dizaines de chaînes internationales étaient braquées sur la tribune principale. Dans une antichambre adjacente, Ibrahim Traoré parcourait une dernière fois son discours, apportant quelques modifications de dernière minute. 5 jours s'étaient écoulés depuis l'attentat manqué. 5 jours d'intense activité diplomatique et de développement majeur. Les dernières informations, Monsieur le Président, annonça Amina en lui tendant une tablette. L'ambassadeur français à Ouagadougou a été rappelé pour consultation et le PDG de Ressources Globales a démissionné ce matin officiellement pour raisons personnelles. Traoré acquiesça silencieusement. Les dominos commençaient à tomber. Des nouvelles de nos alliés. 18 pays africains ont confirmé qu'ils soutiendront formellement votre proposition de commission d'enquête continentale sur l'ingérence étrangère, répondit Amina. Et le président Faye vient d'annoncer que le Sénégal suspendait également ses accords miniers pour audit. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Traoré. Ce qui avait commencé comme une tentative d'assassinat se transformait en mouvement continental. Le capitaine Konaté entra discrètement. Sécurité en place, Monsieur le Président. Nous avons vérifié chaque centimètre du bâtiment et nos hommes sont positionnés stratégiquement. Aucun risque apparent. Ils n'essaieront rien ici, répondit Traoré avec assurance. Ce serait trop flagrant, trop risqué. Leur stratégie va changer maintenant. Plus de subtilité, plus de guerre économique et médiatique. Un jeune assistant de la délégation éthiopienne s'approcha respectueusement. Monsieur le Président, nous sommes prêts pour vous. L'Assemblée vous attend. Pourquoi? Parce que j'allais prononcer ce discours. Parce que j'allais dire ces vérités que beaucoup connaissent mais que peu osent exprimer publiquement. Un silence absolu régnait dans la salle. Même les traducteurs semblaient retenir leur souffle. Ce qui s'est passé n'est pas uniquement une attaque contre ma personne ou contre le Burkina Faso. C'est une attaque contre l'idée même d'une Afrique souveraine, maîtresse de son destin et de ses ressources. Il sortit alors une série de documents qu'il présenta à l'Assemblée.
Voici les preuves que nous avons recueillies. Elles démontrent, sans l'ombre d'un doute, l'implication d'intérêts étrangers dans cette tentative. Pas seulement des intérêts économiques privés, mais des agents opérant avec la connaissance, sinon la bénédiction, de certains gouvernements occidentaux. Des murmures parcoururent l'Assemblée lorsque Traoré présenta les photos des 3 Burkinabés, dont l'ancien colonel Zingrana, embarquant dans un avion diplomatique français après l'attentat. Ces hommes sont des traîtres à l'Afrique, mais ils ne sont que des instruments. Les véritables responsables sont ceux qui orchestrent ces opérations depuis leur capitale lointaine, ceux qui considèrent encore nos ressources comme leur propriété légitime. Pendant plus d'1 heure, Traoré développa son analyse, alternant faits précis et vision politique. Il expliqua comment certaines puissances étrangères utilisaient un arsenal sophistiqué, corruption, déstabilisation, manipulation médiatique, et parfois violence directe, pour maintenir leur influence sur les économies africaines. Le néocolonialisme n'a pas disparu, affirma-t-il. Il a simplement changé de forme, devenant plus subtil, plus insidieux, mais tout aussi destructeur. Puis, après avoir exposé le problème avec une clarté implacable, Traoré passa aux solutions. Sa voix prit une tonalité plus passionnée, presque visionnaire. La réponse n'est pas l'isolationnisme ni le rejet de toute coopération internationale. La réponse est dans une nouvelle forme de partenariat basé sur le respect mutuel et des bénéfices équitablement partagés. Il déroula alors un plan en 5 points, fruit de consultations intensives avec d'autres dirigeants africains depuis l'attentat. Premièrement, nous proposons la création d'une commission panafricaine d'audit des contrats miniers et énergétiques, avec pouvoir de recommander la renégociation des accords jugés déséquilibrés. Deuxièmement, nous appelons à l'établissement d'un fonds africain de développement souverain, financé par un pourcentage des revenus de nos ressources naturelles, pour investir dans nos propres infrastructures sans dépendance externe. Troisièmement, nous devons renforcer notre coordination en matière de renseignement et de sécurité pour protéger nos dirigeants et nos institutions contre les ingérences étrangères. Quatrièmement, nous proposons l'accélération de l'intégration économique africaine avec la mise en œuvre rapide de la zone de libre-échange continentale africaine comme priorité absolue. Enfin, nous appelons à la diversification stratégique de nos partenariats internationaux, ne laissant aucune puissance étrangère, ancienne ou nouvelle, établir un monopole d'influence sur notre continent. À mesure qu'il développait chaque point, on pouvait voir les visages dans l'assemblée s'animer, des notes être prises frénétiquement, des hochements de tête approbateurs se multiplier. L'Afrique possède tout ce dont elle a besoin pour prospérer, conclut Traoré. Des ressources abondantes, une population jeune et dynamique, une richesse culturelle inestimable. Ce qui nous a manqué jusqu'à présent, c'est l'unité de vision et d'action face aux forces qui cherchent à nous diviser pour mieux nous exploiter. Il marqua une pause, balayant la salle du regard. J'ai failli mourir en tentant de venir vous délivrer ce message. D'autres, avant moi, ont payé de leur vie leur vision d'une Afrique libre et prospère, Sankara, Lumumba, Olympio, et d'autres dont le sang a irrigué le sol africain. Leur sacrifice ne doit pas être vain. Sa voix prit une intensité nouvelle pour ces derniers mots. Le temps de la peur est révolu. Le temps de la division est révolu. Aujourd'hui, ici à Addis-Abeba, nous avons l'opportunité de commencer un nouveau chapitre de l'histoire africaine. Non pas comme spectateur ou victime, mais comme architecte de notre propre destin. L'Afrique ne sera plus jamais à genoux. Lorsqu'il acheva son discours, un silence vibrant régna pendant quelques secondes. Puis, comme un barrage cédant sous la pression, une ovation déferlante emplit la salle. Des délégations entières se levèrent, applaudissant avec une ferveur rarement vue dans cette enceinte diplomatique habituellement mesurée. Plus remarquable encore, des chefs d'État connus pour leur prudence diplomatique se joignaient à cet hommage collectif. Même les représentants des puissances occidentales, visiblement mal à l'aise, se levèrent par convention protocolaire, leurs visages trahissant leur inquiétude face à ce qui ressemblait à un tournant géopolitique majeur. Dans les couloirs du bâtiment, des journalistes se précipitaient vers leurs téléphones et ordinateurs. Discours historique, manifeste pour une nouvelle Afrique, Traoré défie l'ordre mondial, les titres fleurissaient déjà sur les fiches d'information internationaux. De retour dans l'antichambre, entouré de son équipe, Traoré recevait les félicitations des premiers dirigeants venus le saluer personnellement. Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, l'embrassa chaleureusement.
Mon frère, tu as parlé pour nous tous aujourd'hui. Le Sénégal se tient à tes côtés. Un discours qui fera date, ajouta Ousmane Sonko, son Premier ministre. Maintenant, nous devons transformer ces paroles en actions concrètes. D'autres dirigeants suivirent, chacun exprimant son soutien et sa détermination à faire avancer les propositions de Traoré. Même des pays traditionnellement alignés sur les positions occidentales semblaient emportés par cette vague de panafricanisme renouvelé. Amina, observant cette scène historique, s'approcha vivement de Traoré. Monsieur le Président, les réactions internationales commencent à arriver. C'est impressionnant. Votre discours est déjà visionné des millions de fois sur les réseaux sociaux. Traoré hocha la tête. Ce n'est que le début, Amina. Maintenant vient la partie la plus difficile, transformer cette énergie en changement concret. Le capitaine Konaté, toujours vigilant malgré l'atmosphère de célébration, s'approcha. Monsieur, nous avons détecté des communications inhabituelles. Il semble que plusieurs capitales occidentales convoquent des réunions d'urgence de leur Conseil de sécurité nationale. Bien sûr, répondit calmement Traoré. Ils réalisent que leur ancien modèle de contrôle est menacé. Ils vont tenter de nous diviser, de corrompre certains d'entre nous, d'isoler les plus radicaux. Et ils pourraient réussir, nota sobrement Amina. Ils pourraient essayer, admira-t-il, mais quelque chose a changé aujourd'hui. Le voile a été levé. La tentative d'assassinat a rendu visible ce qui opéra dans l'ombre. Et maintenant que nos peuples ont vu, ils ne peuvent plus ne pas voir. La journée se poursuivit avec des sessions de travail intensives. Les 5 propositions de Traoré furent officiellement soumises au vote de l'Assemblée. Contre toute attente, 4 d'entre elles furent adoptées immédiatement avec des majorités écrasantes. Seule la commission d'audit des contrats miniers fut renvoyée à un comité technique pour clarification des modalités. Une petite victoire pour les forces conservatrices, mais qui ne remettait pas en cause le principe même. Le soir venu, un dîner officiel réunissait les chefs d'État et les principales délégations. L'atmosphère y était électrique, mêlant célébration et détermination. Traoré, placé à la table d'honneur, observait ces interactions avec un mélange de satisfaction et de lucidité. Il savait que les défis à venir seraient immenses. Vers la fin de la soirée, alors que les conversations se faisaient plus informelles, Tidjane Thiam s'approcha de lui. Président Traoré, commença l'ancien banquier devenu homme politique, permettez-moi de vous féliciter pour votre courage et votre vision. Bien que nos approches puissent différer sur certains points, je partage entièrement votre objectif d'une Afrique véritablement souveraine. Traoré serra chaleureusement la main tendue. Monsieur Thiam, nous aurons besoin de toutes les compétences africaines pour réussir cette transformation. Votre expérience dans la finance internationale sera précieuse. Elle est à la disposition de notre continent, répondit Thiam. J'ai vu de l'intérieur comment le système fonctionne. Je sais quel levier actionner pour le changer. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies venu spécialement pour l'occasion. Son message était diplomatique mais clair, le monde observait avec attention cette nouvelle dynamique africaine, et certaines puissances s'inquiétaient des implications géostratégiques. Laissez-les s'inquiéter, répondit simplement Traoré. Pendant trop longtemps, nous avons été les seuls à trembler. Tard dans la nuit, de retour dans sa suite d'hôtels sécurisés, Traoré prit quelques instants pour lui-même. Debout devant la fenêtre, il contempla les lumières d'Addis-Abeba, cette ville qui avait vu naître l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, et qui pourrait maintenant témoigner d'un nouveau chapitre de l'émancipation continentale. Son téléphone vibra discrètement. Un message d'un numéro inconnu, ce n'est pas fini. Traoré sourit. Bien sûr que ce n'était pas fini. Le lendemain matin, la conférence de presse internationale débuta sous un ciel clair, mais l'atmosphère était lourde d'attente. Les journalistes, venus des 4 coins du globe, étaient impatients de saisir chaque mot, chaque nuance. Traoré, serein et ferme, prit la parole. Ce que nous vivons aujourd'hui est bien plus qu'une simple étape politique. C'est une révolution pacifique de notre conscience collective. Nous ne sommes plus des sujets passifs d'un ordre mondial imposé, mais des acteurs de notre propre destinée. Il détailla le lancement imminent du Fonds africain de développement souverain,
insistant sur son importance capitale pour libérer le continent des chaînes financières qui l'entravent. Nous investissons dans nos jeunes, dans nos infrastructures, dans nos capacités technologiques, car c'est ainsi que nous bâtirons l'Afrique de demain. Les questions fusèrent, certaines provocatrices, d'autres empreintes d'espoir. Traoré répondit avec une honnêteté rare, admettant les risques et les obstacles, mais affirmant que la peur ne devait plus guider les choix de son peuple. À l'extérieur, dans les rues d'Addis-Abeba, des rassemblements spontanés éclataient. Des jeunes, des étudiants, des travailleurs, tous portaient fièrement les couleurs du panafricanisme renaissant. Des chants résonnaient, porteurs d'un nouvel espoir. Mais dans l'ombre, les puissances déstabilisées par ce tournant s'agitaient. Des réseaux d'influence s'activèrent, cherchant à diviser, à infiltrer, à discréditer. La guerre silencieuse contre la souveraineté africaine prenait une nouvelle forme, plus complexe et plus sournoise. Pourtant, Traoré et son équipe restaient unis. Le capitaine Konaté, toujours aux aguets, renforçait la sécurité autour du président. Amina, quant à elle, organisait les contacts avec les alliés du Sud global, préparant des partenariats stratégiques et des échanges de technologies. Ce fut dans ce climat tendu, mais plein de promesses, que débuta la véritable bataille pour le futur de l'Afrique, une bataille d'idées, de résistance, de solidarité et d'audace. 3 mois plus tard, à Ouagadougou, Traoré présidait l'inauguration du nouveau centre panafricain d'études stratégiques. L'imposant bâtiment, construit en un temps record avec l'aide de plusieurs pays africains, symbolisait la nouvelle ère de coopération continentale. Dans la salle principale, une plaque commémorative rappelait l'événement fondateur de cette renaissance, en mémoire de ceux qui ont risqué leur vie dans l'avion présidentiel BF001, le 15 avril 2025, et dont le courage a transformé une tentative d'assassinat en éveil collectif. Le soleil couchant baignait la scène d'une lumière dorée tandis que les drapeaux de tous les pays africains flottaient devant l'édifice. Dans le ciel de la capitale burkinabé, un nouvel avion présidentiel survolait la cérémonie, symbole de résilience et de souveraineté retrouvée. Président Traoré, murmura Amina, désormais ministre des Affaires étrangères, regardez ce que nous avons accompli en si peu de temps. Traoré contempla la foule enthousiaste, les délégations internationales, les jeunes étudiants venus de tout le continent pour se former dans ce nouveau centre d'excellence. Ce n'est que le début, Amina, répondit-il avec un sourire serein. Ce n'est que le début. Les discours terminés, les invités furent invités à visiter les différentes salles du centre. Chacune d'elles était dédiée à un domaine clé, sécurité, économie, diplomatie et développement durable. Traoré prit le temps d'échanger avec plusieurs étudiants, dont certains venaient de pays en conflit, porteurs d'espoir et de projets pour un avenir pacifié. Amina s'approcha de lui, les yeux brillants d'émotion. Nous avons devant nous un défi immense, mais aussi une responsabilité historique. Ce centre ne doit pas seulement être un lieu d'étude, mais un moteur de changement. Traoré hocha la tête, conscient que la route serait longue. C'est vrai. Mais nous avons appris à nous relever ensemble, à transformer l'adversité en force. Au loin, la musique traditionnelle résonnait, mêlée aux conversations animées et aux rires. Sous ce ciel africain, le vent portait avec lui la promesse d'un continent qui, malgré ses blessures, reprenait enfin son destin en main.